Avec Internet et l'arrivée des ETF, l'investissement en bourse des particuliers s'est développé de manière importante depuis le début des années 2000. Et encore plus depuis 2020 où l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a constaté une arrivée massive de nouveaux investisseurs. Aujourd'hui, monsieur tout le monde peut tout à fait et facilement se constituer un portefeuille boursier et faire croître son patrimoine en prenant des risques mesurés. On va y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un portefeuille, c'est la transcription dans la réalité de notre stratégie. Cette stratégie, elle nous engage parce qu'on le sait, quand on investit de manière passive avec les ETF, le plus important, c'est de tenir cette stratégie sur la durée. Il faut donc être convaincu qu'elle sera performante, qu'elle nous correspondra, il faut être sûr de cette stratégie, faire confiance à la stratégie. Alors on est d'accord, à l'heure actuelle, trouver de l'information sur n'importe quel sujet n'est plus vraiment un problème. Il suffit de taper sur Google ou sur YouTube « Investir en bourse » et vous allez avoir du contenu à regarder en continu pendant un mois. Et on pourrait se dire, super, j'ai plein d'infos pour commencer à investir, pour commencer à construire ma stratégie. Sauf que déjà pour commencer, ces informations sont souvent contradictoires et puis ce trop plein d'informations en fait amène souvent beaucoup de questions. Est-ce que j'ai choisi le bon support quand je construis mon allocation stratégique? Quel pourcentage en actions? Quel pourcentage en obligations, en or, en matières premières? Qu'est-ce que je fais au niveau de l'imposition? S'il y a une crise majeure, comment réagir? Et je pourrais continuer cette liste de questions à l'infini. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout à fait humain, on doute, on se pose des questions. Et pour commencer, le doute a un premier effet, c'est de repousser le moment où on va commencer à investir parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et on le sait, quand on investit avec une stratégie passive, le plus important, c'est le temps sur lequel on est investi sur le marché. Et en plus, le doute, au-delà du fait qu'il va, pour les débutants, les faire repousser le moment où ils investissent, ça va aussi potentiellement nous faire prendre les pires décisions. Et on sait, en bourse, les mauvaises décisions se payent cash, c'est le cas de le dire, souvent par des pertes importantes d'argent. Alors dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon des 7 principales erreurs quand on construit sa stratégie, quand on construit son portefeuille en bourse. Alors on pourrait penser que ces erreurs s'adressent seulement aux débutants, pas du tout, on peut tous à un moment donné faire ces erreurs ou retomber dans ces erreurs, donc il faut être particulièrement vigilant. En ayant ces erreurs en mémoire, en les évitant quand on construit notre stratégie et quand on continue à investir en bourse, ça va nous permettre d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus confiant sur notre stratégie. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous ai préparé un fichier bonus qui vous récapitule tout simplement ces 7 erreurs. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien de les avoir toujours en mémoire. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de télécharger ce PDF et de l'avoir, pourquoi pas même de l'afficher, pour vraiment pouvoir vous mettre ces erreurs en tête. Donc dans ce fichier bonus, vous aurez à la fois les 7 erreurs et en complément de ces 7 erreurs, je vous ai préparé 3 portefeuilles performants quand vous commencez à investir en bourse, ainsi que la liste d'ETF qui compose ces portefeuilles. Donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez y accéder directement, c'est le premier lien dans la description. Je vous encourage à tout simplement télécharger ce fichier bonus dès maintenant. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple aussi de suivre la vidéo avec la liste d'erreurs. Erreur numéro 1, ne pas définir son horizon de placement. Alors l'horizon de placement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la base de la base. Pas d'horizon de placement signifie pas de possibilité de définir et encore moins d'appliquer une stratégie. Tout simplement parce que l'horizon de placement est la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver vos investissements. C'est la phase de croissance de votre patrimoine. C'est le temps nécessaire à vos investissements pour qu'ils atteignent les objectifs que vous avez fixés. Du coup, on comprend bien que l'horizon de placement est spécifique à chaque investisseur et peut varier considérablement d'un investisseur à l'autre. Évidemment, vous n'avez pas le même horizon de placement si vous investissez pour préparer votre retraite que si vous investissez pour préparer votre tour du monde d'ici 5 ans, d'ici 7 ans. Plus l'horizon de placement est lointain, plus vous pourrez prendre des risques. Plus l'horizon de placement est proche, plus vous devrez sécuriser votre portefeuille en choisissant les bons actifs. Et donc, c'est important de bien garder en tête que c'est votre horizon de placement, votre horizon de placement qui détermine avant tout votre stratégie. Et donc que les actifs sur lesquels vous allez investir doivent être alignés avec cet horizon de placement. Erreur numéro 2, ne pas tenir compte de sa tolérance au risque.
On le sait, investir en bourse, c'est forcément prendre des risques. Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'investissement rentable sans risque pris. Le rendement d'un investissement, c'est la rémunération pour les risques que vous avez pris. Et donc le but étant bien sûr d'avoir un maximum de rendement pour un minimum de risque. Et donc le piège ici, c'est de considérer uniquement les profits au détriment des risques pris. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont particulièrement enthousiastes et qui vont donc considérer uniquement le potentiel de rendement, mais qui vont pas forcément suffisamment faire attention aux risques qu'ils vont prendre avec ces actifs. Donc la tolérance au risque, ça va dépendre de plusieurs facteurs, donc votre âge, évidemment, votre situation financière, votre situation professionnelle, votre situation familiale, et aussi, peut-être le plus important, les pertes que vous êtes capable d'encaisser sans vraiment que ça devienne trop engageant émotionnellement. Et donc il faut être vigilant par rapport à ça, notamment en période de bull market ou de hausse des marchés, où avec l'euphorie généralisée, on peut avoir vraiment tendance à mal évaluer sa tolérance au risque et investir plus que ce que on devrait. Et c'est prouvé, les investisseurs sont beaucoup moins craintifs face au risque quand les marchés sont haussiers. Mais on le sait, la bourse n'évolue pas de façon linéaire, elle évolue en dents de scie. On peut le constater sur ce graphique du SP500 depuis 90 ans. Parmi les plus fortes baisses, il y a eu moins 38% en 1931, moins 33% en 1974 et moins 39% en 2008. Quand on voit ces pourcentages comme ça, on se dit oui, bon bah c'est vrai que moins 39%, donc quasiment moins 40%, ça fait beaucoup. Mais c'est toujours intéressant de poser les chiffres pour bien se rendre compte de ce que ça pourrait faire sur nos investissements. Donc là, par exemple, si vous avez, imaginons, un PEA plein à 150 000 euros, si vous encaissez un moins 39%, c'est se retrouver quasiment d'un coup avec à peine plus de 90 000 euros sur son PEA. Donc vous le comprenez bien, moins 39% et dans cet exemple 150 000 à tout juste plus de 90 000 euros, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à tenir psychologiquement. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien poser les chiffres pour pouvoir mieux appréhender les pertes potentielles qu'on serait prêt à subir. À l'opposé, ça ne sert à rien d'investir de façon ultra sécuritaire en ayant la majorité finalement de son patrimoine sur du fonds euro et ou du livret A et en se disant le reste, je vais l'investir en 100% action parce que tout simplement c'est une illusion. Et donc ici, on peut se rendre compte que avec le schéma que je vous ai designé, on voit quelqu'un qui a l'impression d'être agressif parce qu'il est en 100% action, il pense en fait être investi en 100% action, mais en fait quand on prend l'ensemble de son investissement, on se rend compte que voilà, son investissement en action ne représente qu'une toute petite partie de cet investissement. La petite partie investie en 100% action donne l'illusion d'avoir fait un investissement vraiment agressif et à haut rendement, mais comme je vous le disais, ce n'est qu'une illusion dans la mesure où la plus grande partie du capital de cette personne est placée de manière improductive. Donc voilà, pour résumer, il faut être conscient de sa tolérance au risque par rapport à différents facteurs et même si j'ai un horizon, pour vous donner un exemple très précis, même si j'ai un horizon de placement lointain, même si je pourrais potentiellement être investi 80% en risqué et 20% en sécuritaire, c'est pas forcément une mauvaise option. Je dirais même que ça peut être une bonne option de se dire moi je me sens pas d'investir comme ça et je préfère investir en 60% risqué, 40% sécuritaire. C'est beaucoup mieux de faire cette démarche là et au final de tenir sa stratégie plutôt que d'avoir une stratégie qui est trop agressive pour soi, qui ne respecte pas sa propre tolérance au risque et donc au final de ne pas la tenir, de prendre les pires décisions, de changer en cours de route et donc de complètement casser sa performance. Erreur numéro 3, négliger la partie sécuritaire de son portefeuille et ne considérer pour cette partie sécuritaire que le livret A et ou le fonds euro. Alors la partie sécuritaire de votre portefeuille est composée des investissements qui sont moins risqués, comme son nom l'indique. Alors moins risqué en bourse signifie principalement plus stable, c'est-à-dire que ça va vous offrir une certaine protection contre les fluctuations du marché. On vient d'en parler, avec les investissements en actions, vous pouvez à certaines périodes perdre jusqu'à 50% de vos placements. Ce n'est pas le cas avec les investissements sécuritaires. Alors quand on parle d'investissement sécuritaire, la plupart des gens vont souvent se contenter d'investir sur du fonds euro et
ou du livret A, particulièrement maintenant que le taux est remonté. Alors effectivement, pourquoi? Parce que ces deux supports ont une grande qualité, c'est que leur capital est garanti hors inflation. Mais cette qualité, entre guillemets, vous allez la payer au prix fort parce qu'il y aura un rendement qui sera au plancher et même une perte de pouvoir d'achat quand c'est inférieur à l'inflation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un portefeuille complet doit contenir une partie rendement, une partie sécuritaire. Comme on l'a vu, l'intérêt de la partie sécuritaire, c'est d'atténuer les fluctuations du marché par une diversification appropriée. Par exemple, en investissant sur des actifs décorrélés, des actions ou sur d'autres beaucoup moins volatiles que les actions, ce qui baisse les risques de perte. Et par exemple, l'or et les ETF obligataires répondent tout à fait à ces critères tout en apportant des rendements plus élevés que le livret A ou les fonds euros actuellement. Donc l'or, par exemple, a rapporté 9,42% annualisé depuis 20 ans. Et donc on comprend bien qu'investir toute la partie sécuritaire de votre portefeuille dans un fonds euro ou dans un livret A n'est pas intéressant ni sur le court terme ni sur le long terme. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien investir dans le livret A ou le fonds euro. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas avoir une épargne de sécurité pour voir venir en cas de problème qui, elle, effectivement, doit être placée sur quelque chose du type livret A ou fonds euro, sur un placement du type livret A ou fonds euro, avec un capital garanti, avec une liquidité. Ce que je dis, c'est que en fonction de votre horizon de placement, vous ne devez pas sursécuriser votre portefeuille au détriment de son rendement et que vous ne devez pas négliger cette partie sécuritaire parce qu'elle a vraiment son rôle à jouer dans votre portefeuille. Encore une fois, un exemple très concret, si vous avez une allocation stratégique 80% risquée, 20% sécuritaire, mettre les 20% sécuritaires sur donc quelque chose qui va être, là ici on parle forcément de quelque chose qui est assez long terme en termes d'allocation stratégique, donc en termes d'horizon de placement, mettre les 20% sécuritaires uniquement sur du fonds euro ou sur du livret A n'est pas du tout pertinent. Et c'est donc pour ça que c'est impératif de bien comprendre comment fonctionnent les ETF obligataires, les différentes catégories aussi d'ETF obligataires, pour avoir une partie sécuritaire efficace, c'est-à-dire qui vous permettent de préserver une partie de votre capital, de réduire la volatilité globale de votre portefeuille, mais sans sacrifier le rendement. Erreur numéro 4, investir sur les mauvais supports / ne pas tenir compte de l'imposition et des frais. Alors, quand on parle de perdre de l'argent en bourse, quand on parle en général de pertes en bourse, les gens pensent immédiatement à des pertes dues à des choix d'investissement. Typiquement, vous avez investi 1000, 2000, 5000, 10 000 euros en actions et à ce moment-là, boum, pas de chance, le marché des actions dégringole et vous avez une perte sèche de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros. Et on le sait aussi, c'est souvent cette peur qui empêche une grande partie des gens d'investir en bourse. C'est, on va dire, ce que craignent le plus les investisseurs. Cependant, avec une bonne stratégie qui respecte à la fois votre profil et votre horizon de placement, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, c'est pas ce que vous avez le plus à craindre. En fait, il existe deux postes de dépenses très connus auxquels on fait beaucoup moins attention parce que les pertes occasionnées sont beaucoup moins spectaculaires. Mais il faut savoir qu'avec ces deux postes de dépenses, il n'y a pas un risque que vous perdiez votre argent, vous êtes sûr que vous allez perdre une partie de votre argent. Et donc ce sont tout simplement les taxes qui incluent prélèvements sociaux et impositions et les frais. Alors pour les taxes comme pour les frais, il n'y a pas de formule miracle, vous allez devoir en payer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est largement possible de les optimiser. Alors quand je dis optimiser, je ne dis pas de faire des trucs borderline, je parle de faire des choses qui sont 100% légales. C'est simplement, encore une fois, intégrer à votre stratégie une réflexion sur les taxes et sur les frais qui va vous permettre de ne pas en payer plus ou beaucoup plus que ce que vous le devriez. Par exemple, le choix du support d'investissement. Investir une partie de son capital sur un PEA, plan d'épargne en action ou sur une assurance vie plutôt que 100% sur un CTO, compte titre ordinaire, pour tout simplement vous permettre de diminuer l'imposition. Là, vous le voyez, si vous avez 100 000 euros investis à 10% pendant 25 ans, vous allez payer 125 884 euros, 125 884 euros en impôts sur le CTO, plus que votre investissement de départ, alors que vous ne les paierez pas sur un PEA de plus de 5 ans, ce qui est le cas dans cet exemple. Autre exemple, les frais. Et donc là, il faut vraiment être vigilant sur le choix de votre banque ou de votre courtier. Donc comparez les offres.
et choisissez ce qui propose des frais de transaction avantageux. Vérifiez tous les autres frais, les frais de commission, de gestion, de produits, les droits de garde. Il existe une multitude de frais et certains sont vraiment bien cachés. Privilégiez les ETF, on le sait, hein, c'est le point central de cette chaîne, une gestion passive, un investissement passif en utilisant les ETF qui ont généralement des frais de gestion les plus bas. Et puis aussi, ça c'est pareil, ça s'intègre dans le cadre de la stratégie qu'on met en place où on achète et on tient sur la durée. On limite les transactions, donc limiter le nombre de transactions, parce que acheter et vendre à une fréquence importante peut vous faire perdre beaucoup d'argent. C'est très important de faire attention à ça parce que le 1%, le 2% qui peut nous sembler minime, ça va représenter quelque chose de considérable sur le moyen, sur le long terme. 100 000 euros sur 25 ans à 10% par an, uniquement les intérêts composés, hors prélèvements sociaux et impositions, cela donne un capital final de 1 083 471 euros. Avec seulement 1% de frais supplémentaires, votre capital tombe à 862 308 euros. Donc avec ces 1% de frais qui n'ont l'air de rien, ou quand on regarde la brochure, ou quand on regarde, on se dit bon, allez, finalement 1%, qu'est-ce que ça va changer? En l'occurrence, dans cet exemple, 1% c'est 221 163 euros de moins, plus de 2 fois votre investissement de départ qui s'est envolé avec ces 1% de frais. Donc il y a de quoi être vraiment très vigilant. Erreur numéro 5, être tenté de copier, recopier ce que font les autres sans comprendre. Comme je l'ai dit en introduction, depuis 2020, il y a eu une arrivée massive d'investisseurs particuliers sur les marchés. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. En fait, je pense que c'est tout simplement que beaucoup de personnes ont pris conscience de se constituer un capital relativement considérable en investissant en bourse, on pourrait dire d'une manière pépère. C'est-à-dire avec les ETF, juste en comptant sur le temps et les intérêts composés. Encore une fois, je vous donne un exemple. Si vous investissez 10 000 euros à 10% d'intérêt annualisé à 20 ans, donc vous mettez ça en place quand vous avez 20 ans, et que vous ajoutez simplement 100 euros chaque mois, à 60 ans, pour la retraite, donc vous serez millionnaire. Sauf que évidemment, investir de manière pépère ne veut pas dire investir au hasard. Si vous voulez obtenir ce genre de résultats, et surtout pour tenir cette stratégie sur la durée et pour arriver au but que vous vous êtes fixé, il faut justement mettre en place quelque chose de clair, de précis. Et c'est là où beaucoup d'investisseurs peuvent être tentés justement de recopier ce que font les autres. Alors, s'inspirer, pourquoi pas, mais ce que je veux dire surtout par là, et ce qui est très important, c'est de vraiment comprendre pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous investissez de cette manière-là, pourquoi vous investissez sur ces actifs-là. Est-ce que ça vous correspond à vous? Parce que copier quelqu'un, s'inspirer même de quelqu'un, ça veut dire aussi s'inspirer de ses paramètres de vie, qui ne sont pas forcément vos paramètres de vie, comme on a pu le voir dans l'erreur numéro 2. Si vous copiez sans comprendre, ce qui va se passer, c'est que pour commencer, vous allez faire des erreurs. Pour vous donner un exemple très concret, mettre un ETF obligataire high yield dans son portefeuille quand on a une allocation stratégique 80% risquée, 20% sécuritaire, c'est pas quelque chose de très pertinent. Et donc quand on s'inspire, quand on copie sans comprendre, on va être beaucoup plus sujet à faire des erreurs et surtout ne pas comprendre aussi les implications que vont avoir ces erreurs dans le futur. C'est pour ça qu'il faut vraiment se former pour avoir une base solide en tant qu'investisseur. Et ensuite, évidemment, vous risquez aussi de prendre beaucoup plus facilement des mauvaises décisions. Parce que en cas de problème, vous ne saurez pas forcément comment réagir par rapport à cette situation, puisque vous n'aurez pas vraiment construit vous-même en comprenant votre portefeuille, votre stratégie. Et donc, vous ne comprendrez pas forcément toute la logique qu'il y a derrière. Ça risque de vous entraîner à prendre les pires décisions pour vos investissements. Erreur numéro 6, qui est une erreur pour moi très importante, c'est le fait de penser que quand on a un horizon de placement court, c'est-à-dire inférieur à 10 ans, on ne peut rien faire. On le sait, la tendance des marchés sur le long terme est haussière. Et c'est d'ailleurs sur cette tendance haussière qu'on surfe pour faire grossir notre patrimoine. Mais sur le court terme et sur le très court terme, les fluctuations peuvent être importantes. Du coup, par peur de perdre leurs économies et en l'occurrence le capital investi, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont un horizon de placement plus court, inférieur à 10 ans, qui préfèrent tout simplement placer leur argent sur une assurance vie type fonds euro, voire sur un livret A, car le capital est garanti. Et c'est une grosse erreur, et c'est surtout une grosse erreur pour le potentiel de gain que vous pourriez faire. C'est pas parce que vous avez seulement quelques années devant vous que vous devriez oubliez l'idée de faire fructifier votre capital, même si effectivement on est d'accord, vous aurez moins
de potentiel de croissance que si vous aviez 20 ans devant vous. Mais cependant, ce potentiel de croissance est quand même là. Par exemple, ce portefeuille que j'ai construit qui est designé pour un investissement de 6 à 10 ans. Donc sur 10 ans, 100 000 euros investis, vous aurez rapporté 231 000 avec ce portefeuille, 231 000 euros avec ce portefeuille 6-10 ans, contre seulement 144 000 euros avec le fonds euro. Et encore, j'ai été très généreux, j'ai pris 4% de rendement annualisé pour le fonds euro, c'est-à-dire le rendement versé juste avant les années 2010. Avec le portefeuille 6-10 ans que j'ai designé, c'est 9,5% de rendement annualisé. Et même si on redescend l'horizon de placement avec cette fois-ci un portefeuille 3-6 ans, cette fois-ci donc sur 6 ans, le backtest est sur 6 ans, vous auriez fait mieux qu'avec un fonds euro. Donc sur 6 ans, ce portefeuille vous aura apporté presque 30 000 euros de plus, 30% de votre mise de départ en plus en seulement 6 ans, soit un gain de 5 000 euros par an environ. Donc ça, je le précise parce que c'est vraiment quelque chose que, voilà, où je reçois régulièrement des messages par rapport à ça, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui se disent, qui ont un petit peu cette impression, si vous voulez, que les gens qui parlent de cet investissement passif sur le long terme, voilà, c'est des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 35 ans, mais finalement ceux qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, sont un petit peu laissés de côté, se sentent en tout cas laissés de côté et se disent, moi j'ai pas 20 ans ou 25 ans devant moi, et donc du coup, voilà, je peux pas vraiment profiter de cet effet, de cette croissance pour mon patrimoine. Et je vous dis, ce n'est pas le cas. Ne pensez pas ça. Même si vous n'avez pas 20 ans devant vous, c'est pas une raison pour laisser dormir votre argent sur des placements qui ne vous rapportent rien, ou presque, en tout cas moins que l'inflation. Et donc évidemment, quand on fait ça, et c'est ce que j'ai fait pour ces portefeuilles que j'ai designés, c'est là où justement il faut utiliser toute la puissance des ETF obligataires. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, j'ai fait précédemment des vidéos sur cette chaîne sur les ETF obligataires. Je crois que l'avant-dernière vidéo que j'ai faite était sur les ETF obligataires. Je vous invite à la regarder, vous en apprendrez beaucoup plus sur comment utiliser les ETF obligataires. Et enfin, erreur numéro 7, dernière erreur, surestimer l'importance de la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est l'amplitude de variation d'un actif. Donc par exemple, la courbe rouge de forte volatilité pourrait représenter le cours d'un ETF action, alors que la courbe verte de faible volatilité, le cours d'un ETF obligataire. Son amplitude, vous pouvez le constater, est beaucoup moins importante. Alors la question évidemment qu'il faut se poser, c'est est-ce que la volatilité est un problème? Et je vous répondrai, la volatilité est un problème uniquement si vous n'avez pas de stratégie claire. Par exemple, si vous n'avez pas défini votre horizon de placement. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas de stratégie claire, vous pourriez avoir besoin de retirer votre argent au pire moment quand les marchés sont au plus bas et donc d'enregistrer des pertes importantes. Donc finalement, la volatilité n'est un problème que si vous devez ou que vous retirez votre argent quand vous avez enregistré des pertes. Maintenant, si vous avez une stratégie claire et que vous investissez en accord avec votre horizon de placement, ça ne devrait pas, et normalement, ça n'arrivera pas. Au contraire, il faut voir plutôt la volatilité comme une opportunité de rendement plus élevé. Donc pour résumer, la volatilité ne devrait pas être un problème pour vous, à condition de bien respecter vos différents types d'épargne. On n'investit pas tout son argent en bourse, il faut bien sûr se sécuriser, de bien choisir votre allocation stratégique en fonction de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque, on en a parlé, de sécuriser petit à petit votre portefeuille en investissant sur des actifs moins risqués au fur et à mesure que la fin de votre horizon de placement se rapproche, et évidemment d'être capable de gérer ses émotions, et c'est notamment un petit peu le fil rouge de cette vidéo, en étant au clair sur sa stratégie, en faisant confiance à sa stratégie. Et rappelez-vous enfin pour conclure que l'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il vaut toujours mieux bien se sécuriser, donc avoir une épargne de sécurité. Il vaut toujours mieux aussi choisir une allocation stratégique qui va être moins risquée, mais dormir sur ses deux oreilles et surtout être capable de tenir sa stratégie sur le moyen, sur le long terme, suivant votre horizon de placement. C'est ça le plus important, parce que voilà, ce qui va au final vraiment rogner sur la performance de beaucoup d'investisseurs, ça va être le fait de ne pas réussir à tenir sa stratégie. Donc il faut vraiment prendre le temps, se former pour construire sa stratégie, faire confiance à sa stratégie et la tenir sur la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis vraiment de bien avoir en tête ces erreurs. Je vous invite tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à télécharger le fichier. Dans ce fichier bonus gratuit, vous retrouverez ces erreurs que je vous ai mentionnées. Vous pouvez les imprimer, les afficher si vous voulez pour vraiment les mettre en tête, parce qu'elles sont vraiment très importantes à retenir tout au long de votre carrière d'investisseur. Vous aurez aussi 3 exemples de portefeuilles simples à mettre en place pour vos investissements, pour vous
donner de l'inspiration. Bien sûr, encore une fois, ce n'est que de l'inspiration. Comme je vous l'ai dit, ne les copiez pas sans réfléchir. Il faut vraiment que ça vous donne des idées, mais ensuite il faut vraiment, en fait, il faut que ce soit il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête que quand vous mettez en place votre stratégie, que vous puissiez vraiment vous dire pourquoi je fais chaque chose, pourquoi je choisis ces actifs, pourquoi je choisis ces ETF, que tout soit bien clair et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans le fichier, vous avez, comme je vous l'ai dit, donc les erreurs résumées, les portefeuilles pour vous inspirer et la liste d'ETF correspondant à ces portefeuilles. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description et je vous mettrai aussi dans la description 2 vidéos supplémentaires, une pour construire sa stratégie étape par étape de A à Z et une autre sur les ETF obligataires. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!